On démarre donc avec Bertrand Piccard. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. On ne présente plus Solar Impulse, on ne présente plus votre tour du monde. Je pense qu'on va voir de temps en temps des images de l'avion. Mais là, on n'est pas là pour justement parler de l'avion solaire qui a fait le tour du monde. On est là pour parler de ce que publie votre fondation. Donc, je lis « Portefeuille de technologies propres et rentables ». Tous les mots sont importants, je crois. Hein. Absolument. Labellisés, mis à la disposition des gouvernements et des entreprises. Pour atteindre leurs buts environnementaux. Pour atteindre leurs buts environnementaux, évidemment. L'idée, c'est de faire baisser l'impact carbone. Dites-moi exactement ce que vous avez voulu faire. J'ai voulu montrer que la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques n'est plus quelque chose de cher et de rébarbatif. C'est au contraire une fantastique opportunité industrielle et économique pour créer des emplois, pour faire du profit, parce qu'on peut aujourd'hui arriver dans des technologies efficientes qui payent pour elles-mêmes, qui se rentabilisent par elles-mêmes. Et c'est ça le changement de paradigme. Alors, en fait, vous apportez des réponses. Deux questions fondamentales. En gros, vous avez aujourd'hui des gens qui ont d'ailleurs la même histoire que vous dans ce combat, c'est-à-dire une histoire de crédibilité. Je pense à Jean-Marc Jancovici, par exemple. Mais aussi, le patron du développement durable du groupe Bouygues, Fabrice Bonifay, qui va venir nous voir, d'ailleurs. Ben vous le saluerez bien de ma part. Qui nous disent, oui, sauf qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Eux nous disent, en gros, les amis, il va falloir choisir entre le PIB et le carbone. Si on veut baisser efficacement les émissions carbone, alors ça veut dire qu'il faut décroître. Non, mais j'ai l'impression que toute votre démarche est différente. Alors allez-y, Bertrand. Non, mais complètement. Mais chez Bouygues, on est tout à fait d'accord. On n'est pas dans cette vision écolo de la décroissance parce que ça va amener à un chaos social. Et on l'a vu avec la crise du Covid où il y a 350 millions de chômeurs en plus, des milliers d'entreprises qui ont fait faillite. On a eu pendant une année un échantillon de la décroissance. C'est une souffrance sociale qui est inacceptable. Et personne maintenant continue à penser que le mythe d'une croissance quantitative illimitée est possible. Donc, si les deux extrêmes sont impossibles, il faut trouver une troisième voie. D'accord. La troisième voie, c'est la croissance qualitative. C'est celle où on crée de l'emploi et où on fait du profit en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement. Et c'est là que les nouvelles technologies sont utiles, parce que les nouvelles technologies propres, énergie renouvelable, efficience, etc., sont devenues rentables. Vous avez un sujet, à la limite, mais on va en parler, hein, le sujet chez nous, on peut effectivement discuter comme ça. Qu'est-ce que vous faites tiens, j'en sais rien, on parlait de la croissance du Vietnam, par exemple. Qu'est-ce que vous faites de l'ensemble de ces pays qui, aujourd'hui, eux, ont envie de croître, comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire sans tenir compte des limites de la Terre? Ils ont envie de croître économiquement, quel que soit le moyen. Donc, jusqu'à maintenant, le seul moyen, c'était de coupler le PIB avec une augmentation de production et une augmentation de consommation. Et notamment d'énergie fossile. Et d'énergie fossile. C'est ça qui ne marche plus aujourd'hui. Maintenant, il faut coupler l'augmentation du PIB avec l'augmentation de l'efficience. Au lieu de vendre plus d'objets, on vend des services et on vend des technologies qui augmentent l'efficience et qui, par conséquent, baissent le gaspillage, baisse l'épuisement des ressources naturelles, baisse les pertes de tout ce qu'on produit. Mais je vous donne juste un exemple. Ah, mais on va rentrer. Je veux qu'on rentre dans le dur, moi. Oui, absolument. Oui, avec les déchets, on a 95% des déchets qui sont perdus. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que c'est une ressource. Dans les 1000 solutions que la Fondation Solar Impulse a identifiées et labellisées, il y en a des dizaines qui concernent les nouveaux débouchés industriels face aux déchets. Alors, d'ailleurs, j'ai appris ça récemment. On ne dit plus déchets, on dit coproduits, en fait, maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne considère plus que ce soit des déchets, on considère que ce sont des produits qui vont permettre de construire d'autres produits. Et vous savez pourquoi on a dû changer le nom? Parce que quelque chose qui est un déchet ne peut pas être utilisé n'importe comment. Ouais. Or, maintenant, effectivement, il y a des produits qu'on appelait des déchets qui sont des ressources pour faire autre chose. Par exemple, les pneus pour faire des traverses de chemin de fer, pour brûler des morceaux de pneus dans des fabriques de ciment. Les pneus, d'une certaine manière, c'est de la biomasse. C'est un produit qui est naturel, issu de la résine d'un arbre. Par conséquent, les brûler pour faire du ciment, ça a du sens. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On les met n'importe où. Bertrand, et là, c'est effectivement du déchet. Je reprends ces pays qui, aujourd'hui, veulent croître et veulent arriver à notre niveau de développement. Il faut mettre du bitume sur les routes.
Vous voyez concrètement, enfin, eux, ils sont face à des enjeux aujourd'hui que nous avons laissés derrière nous depuis 40 ans. On ne peut pas les empêcher aujourd'hui. Non, mais ils ne sont pas obligés de rouler sur ces routes avec des voitures thermiques. Ouais. Ils peuvent rouler sur ces routes avec des voitures électriques, avec des voitures à hydrogène. Ils peuvent sauter l'étape où nous avons pollué. Alors, qu'ils croissent, oui, mais économiquement. C'est-à-dire qu'ils créent des services, qu'ils créent de la qualité, qu'ils créent des produits qui durent. Ce qu'on ne veut pas, c'est continuer avec des produits très bon marché, qui durent très peu de temps, qui polluent la planète, qui n'enrichissent pas tellement ceux qui les fabriquent et qui appauvrissent ceux qui les utilisent parce que ce n'est pas assez durable et c'est des produits qui ne sont pas de qualité suffisante. Donc il y a un remaniement économique à ce niveau-là qui est possible avec une efficience, avec des produits qui durent plus longtemps. Il y a une scène formidable, enfin moi que je trouve formidable, que je vais vous décrire, c'est juste après l'élection de Joe Biden. C'est en fait Pete Buttigieg, donc le nouveau ministre des Transports, des Transports qu'on connaît, qui avait fait la campagne démocrate et qui est donc auditionné par le Sénat. C'est purement formel, mais voilà, il est auditionné. Et il y a Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui lui dit, mais votre première action il dit, a stroke of a pen, d'un trait de plume, c'est vous avez arrêté l'immense projet de pipeline qui s'appelait Keystone Project. Et il dit, il y avait là 16 000, alors unions jobs, c'est-à-dire 16 000 emplois bien payés, syndiqués, encadrés, qui disparaissent. Qu'est-ce que vous dites à ces travailleurs ? Alors, je vous donne la réponse de Buttigieg. Il dit... J'espère qu'il aura dit qu'ils seront nettement mieux payés en installant des panneaux solaires, des éoliennes, de l'efficience énergétique, des pompes à chaleur. Il y a tout à refaire. Les États-Unis doivent refaire leurs infrastructures. Il est plus franc que vous, Bertrand. Il dit, j'espère. J'espère que nous allons ensemble construire des emplois qui permettront de les payer. Mais il peut être beaucoup plus affirmatif que ça. Il peut être beaucoup plus affirmatif. Aujourd'hui, c'est quoi qui pollue ? C'est les vieilles technologies démodées, archaïques, qui datent du début de l'ère pétrolière. 100 ans plus tard, on peut quand même espérer avoir évolué. Ouais. Et c'est cette évolution-là qu'il faut mettre en œuvre, qu'il faut implémenter. Et ça, c'est le marché industriel du siècle. C'est là qu'on va créer des emplois. On ne va pas créer des emplois en faisant durer le moteur thermique et les énergies fossiles plus longtemps. On va créer des emplois en transformant tout ça pour l'améliorer. Et les gens qui sont au milieu, c'est-à-dire, OK, il y en a qui, à la limite, finissent. J'en fais partie. Il y en a qui vont débuter dans l'ensemble de ces nouvelles technologies, et on va les décrire, un certain nombre d'entre eux. Et puis, il y en a qui sont au milieu. Donc, ça veut dire un énorme effort de formation pour l'ensemble de ceux-là. C'est de la formation, c'est de la diversification, c'est de la réadaptation. Il faut aider les gens. La transition environnementale ne réussira que s'il y a plus de gagnants que de perdants. Ça, c'est absolument clair. Mais je vous donne l'exemple des gilets jaunes. La France descend dans la rue parce qu'on augmente le prix du diesel. Mais on aurait pu faire exactement l'inverse en disant aux Français, il existe un module qui est labellisé par la Fondation Solar Impulse, qui baisse de 20% la consommation de carburant et qui baisse de 80% les émissions de particules toxiques. Cette start-up, elle est française. On aurait équipé les voitures françaises avec quelque chose qui baisse de 20% la consommation. On pouvait très bien monter de 8% le prix du diesel. Mais il restait 12% il se met où, votre module ? Il se met entre le moteur et l'échappement ? Non, en fait, c'est un module qui est rempli d'un liquide qui est électrolysé. Et ça fait un petit peu d'hydrogène qui arrive dans la chambre de combustion du cylindre et qui améliore la combustion. Donc le moteur marche mieux, on augmente l'efficience. Une fois de plus, c'est une question d'efficience. Mais quoi ? Mais les Français ne seraient pas descendus de la rue. Non, mais attendez, ça se monte sur le vieux diesel qui était justement celui du gilet jaune ? Oui, absolument. Et ça coûte 500 € sur un taxi, c'est rentabilisé en 6 mois. Ça coûte 500 €, montage compris ? Ouais. Et si vous dites aux automobilistes, on vous finance ce module, votre voiture polluera moins, et on peut augmenter un peu le prix du diesel, bien vous voyez que tout le monde y gagne. En fait, je ne veux pas... comprenez bien ce que je cherche à faire, Bertrand. Non, mais j'adore ces débats. Il n'y a aucun problème. Allez-y. C'est-à-dire, vous donnez l'impression que tout ça peut se passer en douceur, en toute tranquillité, en fait. Il y a une grande partie qui peut se passer en douceur, en toute tranquillité. Parce qu'il y a une grande partie qui est devenue beaucoup plus simple qu'autrefois et qui est devenue rentable. Alors faisons-le. Faisons déjà tout ce qu'on peut. Faisons déjà toute cette efficience énergétique. Utilisons tous les nouveaux débouchés économiques qui sont possibles. Et puis si ça ne suffit pas, à ce moment-là, vous pourrez demander aux gens de faire des sacrifices.
Mais si vous commencez par les sacrifices, vous n'aurez jamais de majorité pour faire la transition. Et alors, j'allais dire dans votre esprit, mais c'est plus que dans votre esprit, parce que là, il faut une table à calcul. Là, c'est à l'ingénieur que je parle. Il est possible de faire cette transition, d'aller vers les objectifs, pas vers d'ailleurs, d'atteindre les objectifs, qui sont des objectifs très ambitieux que le monde s'est donné, 2030-2050, sans qu'il y ait à un moment un espèce de seuil de douleur, sans qu'il y ait à un moment soit décroissance, soit prix du carbone, taxe carbone à 70, 80, 90, 100 euros, etc. C'est votre conviction profonde. Alors, la taxe carbone n'est pas quelque chose de douloureux. La taxe carbone est une obligation de devenir efficient et d'utiliser les nouvelles technologies. Donc, une taxe carbone avec les technologies d'il y a 30 ans, c'est douloureux. Oui, d'accord. La taxe carbone avec les technologies d'aujourd'hui, c'est une aide pour faire plus vite cette transition. Et vous savez, moi, je vois très bien avec les 1000 solutions qu'on a labellisées. Elles ne vont jamais arriver sur le marché s'il n'y a pas des vraies politiques environnementales et énergétiques ambitieuses. Ouais. Elles vont rester dans les start-up. Ouais. Et ça va être des start-up qui feront faillite, ça va être des emplois qui auraient pu être créés et qui ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Eh bien, il faut utiliser chaque solution là où elle peut l'être. Et si on a une ambition dans le taux d'implémentation, hein, on appelle ça le adoption rate. Combien de temps est-ce qu'on va mettre pour les mettre en œuvre? C'est ce temps-là qui va définir le succès ou l'échec. Si on met 30 ans, on va rater. Si elles étaient toutes implémentées aujourd'hui, ben ce serait de l'utopie. Alors comment on va faire pour passer de 1000 solutions qui sont possibles, qui existent aujourd'hui et qui sont rentables, à une vraie mise sur le marché? Et c'est là qu'on a besoin du monde politique. C'est là qu'on a besoin du monde industriel, c'est là qu'on a besoin de tout le monde. On doit être inclusif. Clair. On doit être inclusif. On ne peut pas dire, ouais, mais ça, c'est les entreprises pétrolières qui polluent, on ne parle pas avec eux. Ça, c'est des entreprises du ciment qui polluent, on ne parle pas avec elles. Mais non, on doit parler justement avec ceux qui ont le plus de progrès à faire et leur montrer quelles solutions ils peuvent utiliser. On doit les encourager, on doit les accompagner. Et c'est là aussi que l'argent de la relance économique doit être investi. C'est pour moderniser notre société, pas pour la faire revenir en arrière. L'autre sujet, Bertrand, alors, je lis là encore le cahier des charges, finalement, de ces 1000 solutions. Capacité, et là aussi chaque mot à mon avis est important, capacité à être crédible sur la base d'une technologie ou d'un concept résilient, avec le potentiel d'être mis à l'échelle et déployé dans le monde réel sans contraintes supplémentaires. Oui. C'est un énorme cahier des charges. Ce serait Vous en avez trouvé 1000 On en a trouvé qui 1000. répondent Oui. à ça. Là. Oui, mais oui. Mais oui. C'est pour ça qu'avec mon équipe, à la J'ai pas pu Fondation... regarder les 1000, je dois vous dire. J'en ai regardé une quinzaine, j'ai pas pu regarder les 1000. On est super enthousiaste quand on voit l'inventivité de ces entreprises. Et parfois, c'est des chercheurs de grands groupes, et parfois, c'est des chercheurs de petites start-up. Oui, c'est ça. Mais tout est là. Tout est là maintenant. Oui, ce qu'il faut, c'est ouvrir les yeux et puis prendre tout ce qui existe. Par exemple, je ne sais plus quelle est cette solution, mais en tout cas, en fait, dans votre site, alors je le dis, site internet très bien fait, bravo. Merci. Absolument. Je transmettrai, l'équipe sera contente. Non, c'est fluide et on arrive de lien en lien à ce qu'on cherche. Et j'arrive sur Air Liquide. Oui. Et je me dis, mais bon Dieu, Air Liquide, c'est Air Liquide. Donc, si Air Liquide, aujourd'hui, abrite quelque part dans un coin une start-up qu'elle finance en partie et qui fait partie de ces centaines de solutions, mais Air Liquide a les moyens de la développer. Ça veut dire qu'il y a un sujet quelque part, si jamais elle n'est pas encore aujourd'hui généralisée, cette solution. Il y en a une, c'est Waga. C'est une spin-off d'Air Liquide qui récupère le méthane des décharges publiques pour le transformer en énergie. Le méthane, c'est 80 fois plus dangereux que le CO2 en termes de changement climatique. Ouais. Donc, c'est fondamental de le récupérer. Il y a 20 000 décharges publiques dans le monde. Air Liquide est derrière cette start-up. Oui, mais ça veut dire, par exemple, très bon exemple, c'est des investissements considérables, j'imagine, pour équiper les décharges, pour récupérer leur méthane. Mais avant de mettre les investissements, il faut déjà que les gouvernements aient compris que ces décharges publiques sont des bombes à retardement et qu'il faut récupérer ce méthane. Et une fois que les gouvernements ont compris qu'il faut récupérer ce méthane et qu'on leur dit on peut vous le faire, c'est rentable et ça crée de l'emploi, à ce moment-là, ça marche. Mais complètement. Rentable. Mais complètement. Complètement. On récupère ce méthane et on peut ou le brûler pour faire de l'électricité sur place ou le réinjecter dans les réseaux de gaz naturel. Mais pas à des coûts qui sont des coûts d'énergie prohibitifs. Non.
au coût de l'énergie actuelle. Parce que c'est toujours le sujet, hein, et notamment, on parle beaucoup de l'hydrogène aujourd'hui, etc. On se rend compte qu'il y a des contraintes physiques et des contraintes de coût. L'hydrogène vert est rentable en Suisse pour des camions qui roulent en Suisse. Donc, hydrogène Sans vert, aide on le dit d'un publique. mot, hein, hydrogène vert, parce que mais j'allais dire c'est compliqué. Fabriqué avec Mais en du même temps, renouvelable. Voilà. Alors là, c'est fabriqué en Suisse avec de l'hydroélectrique, qui fabrique de l'électricité, qui électrolyse de l'eau, qui sort de l'hydrogène, qui est distribué dans des stations-service pour les 1000 camions Hyundai qui arrivent de Corée dans le cadre de tout un programme national en Suisse. Et ça, c'est un programme qui est privé, qui n'a pas de subvention d'État et qui pourrait être appliqué partout en Et Europe. c'est privé, c'est-à-dire c'est un transporteur qui mène ce programme, c'est un constructeur, c'est une fondation. C'est le producteur d'hydrogène vert Ouais, d'accord. qui a mis ensemble les chaînes de supermarchés, les stations de distribution de carburant et Hyundai en Corée. Et comme il y a suffisamment de besoins pour des camions, il y a eu suffisamment de stations-service qui ont accepté de distribuer de l'hydrogène, ils font de l'hydrogène et les camions arrivent. Mais vous savez, ce qui est incroyable, c'est que tout est possible. Tout existe aujourd'hui. Je veux mais pas. ça ne se sait pas. Ouais, Ça mais ne quand se vous sait me pas. racontez ça. Non, mais parce que quand vous me racontez ça, Bertrand, pardon, mais puisqu'on en parle, je pense à Air Liquide. Benoît Potier, son programme, je crois que c'est la Miraille avec Toyota. Je pense qu'il y a 5 à 6 ans qu'ils font tourner une petite voiture avec Toyota à hydrogène, que vous avez une pompe de recharge à hydrogène qui est à côté du pont de l'Alma à Paris en démonstrateur. Et vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'à un moment, ils n'ont pas massifié? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas passés à l'échelle? Où sont les verrous de complexité? Est-ce que vous les avez identifiés qui font qu'une entreprise comme Air Liquide aujourd'hui n'est pas le leader mondial incontestable de l'hydrogène vert, par exemple? Alors, moi j'ai entendu qu'à Paris, c'est extrêmement difficile, si pas impossible, de mettre une station de distribution d'hydrogène, parce que les gens ont peur de l'hydrogène. Il y en a une qui est en face du pont de l'Alma. Oui, mais c'est un prototype. C'est un prototype, voilà, c'est un prototype. Mais ils en ont mis maintenant une, je ne sais plus si c'est Roissy ou Orly, il y en a une au siège d'Air Liquide. Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est tout ce champ de contraintes que ça marche trop lentement dans les pays où on attend que ce soit des grandes décisions consensuelles. Il faut avancer, chacun à son niveau, prendre ses responsabilités et faire tout ce qu'on peut. Et en Suisse, ça marche. En Belgique, c'est un groupe aussi de supermarchés, Colruyt, qui fabrique son propre hydrogène et qui fait marcher ses propres camions. Donc il faut se bouger. Moi, je pense que l'État doit mettre un cadre légal en place qui encourage tout ça, mais on ne peut pas attendre que l'État fasse pour nous parce tous que les le investissements. Sujet, vous l'avez dit, Bertrand, le sujet, c'est le prix du carbone. Mais ça, c'est un sujet qui doit être réglé mondialement. Si effectivement vous avez... Mais en Suisse, c'est déjà rentable, sans prix du carbone. Enfin, le paradoxe, c'est que vous avez arrêté le nucléaire quand même. Tiens, c'est une question que le nucléaire... On a commencé à arrêter le nucléaire. Oui, il y a une volonté de l'arrêter, quoi. Voilà. Mais c'est une solution ou c'est un problème, le nucléaire, pour vous? Aujourd'hui, c'est plus cher dans la moitié du monde que le solaire et l'éolien. Donc, ce n'est même pas un problème ou une solution, c'est du passé. Du passé. 1,6 centime le kilowattheure d'électricité solaire au Portugal. Alors que c'est 8 centimes de nucléaire. Et en Finlande, en Norvège? Finlande ou Norvège, vous avez du vent. Vous avez du vent. C'est étonnant, ça. Vous qui êtes pragmatique, industriel, ingénieur, vous bloquez devant le nucléaire. Il est plus cher dans la moitié du monde que les énergies renouvelables. Et il est plus cher aussi parce qu'on ne sait toujours pas quoi faire des déchets. Et on a maintenant... On ne va pas rentrer dans un débat, je voulais juste savoir où vous en étiez. Alors parce que ça nous amènerait trop loin. Là où j'aimerais bien avoir du nucléaire dans nos solutions, c'est le thorium, au lieu de l'uranium. Alors là, il faut m'expliquer, c'est quoi? Alors, c'est un nouveau combustible fissible qui a des déchets de durée de vie extrêmement courte et qui ne peut pas avoir son noyau qui fond comme avec l'uranium ou le plutonium. Donc le thorium, oui, moi je ne suis pas du tout opposé par principe. Moi je suis extrêmement pragmatique. Si, quand même, parce que là, En France, vous avez déjà le solaire. Dans le sud de la France, le solaire est pas le solaire. Le sujet, nucléaire. Bertrand, le sujet, c'est le charbon. Le sujet aujourd'hui, c'est pas savoir si on met du solaire, de l'éolien, etc. Et tout. Encore une fois, c'est pas un sujet de nos pays développés. Vous savez pourquoi c'est le charbon qui fait 80% encore. Vous savez pourquoi vous dites que c'est le charbon?
Le problème, c'est parce que la France n'a pas de charbon, elle a du nucléaire. Non. Donc on met le problème ailleurs. Non, c'est parce que je pense... Ceux qui ont du charbon vont L'Indonésie, dire le charbon le est moins Vietnam, dangereux que le l'ensemble... nucléaire. Non, mais chacun voit le problème ailleurs. Ceux qui ne prennent pas l'avion disent que le problème, c'est l'avion. Ceux qui ne font pas de streaming vidéo disent que le streaming vidéo, c'est le problème. Non, mais je ne voulais pas qu'on démarre sur ce sujet-là. Mais chaque fois, on stigmatise. Je ne peux pas admettre que Bertrand Piccard puisse dire que le nucléaire pose autant de problèmes que le charbon, quand on sait que l'enjeu aujourd'hui, c'est de réduire le carbone. J'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit que le nucléaire, pour moi, la fission d'uranium, c'est du passé. C'est une technologie du passé. Bon, revenons sur notre sujet. Je ne voulais pas aller là. Vous avez au niveau énergie renouvelable, on perd du temps et vos 1000 applications. Voilà, on ne sera pas d'accord, on perd du temps et vos 1000 initiatives sont formidables. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il nous reste 1 minute 45. Vous avez publié ça, là, ça y est, le site est là, tout est disponible, tout est accessible. Qu'est-ce que vous espérez maintenant et qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Ce que j'espère, c'est que le cadre réglementaire va s'adapter aux technologies d'aujourd'hui plutôt que d'être basé sur les technologies d'autrefois qui polluaient. Ouais. Parce que si aujourd'hui, les normes, les standards, toutes les autorisations, toutes les réglementations sont adaptées au présent, eh bien, ça va tirer toutes ces technologies sur le marché. Et c'est ça qui va créer des emplois. Tant qu'il est légal de polluer, on va garder les technologies du passé. Et vous avez le sentiment quoi, que les gouvernements, en fait, ont un peu peur de renverser la table sur justement l'ensemble de ces normes, l'ensemble de ces technologies, l'ensemble de ces énergies? Les gouvernements ont peur aujourd'hui. Alors, ils mettent des buts pour 2050. En se disant... Et puis, il n'y a pas de feuille de route pour y arriver. Ouais. Nous, ce qu'on veut faire avec ces 1000 solutions, c'est donner au gouvernement, au pluriel, les outils qu'il faut pour atteindre leur but. Bon, en tout cas, allez voir ça si ça vous intéresse, c'est absolument passionnant et je le répète, c'est très très bien fait. Je voulais juste, j'en cite une là que j'ai adoré, les accumulateurs de chaleur, EcoStock, oui. Accumulateur de chaleur, vous avez un container qui est au cul d'une usine, qui récupère la chaleur et que vous pouvez ensuite réutiliser comme vous voulez. Enfin voilà, ça c'est effectivement des trucs qui sont... Mais c'est tellement logique en plus. Tout à fait, tout à fait. Ça permet de sortir de ce monde qui gaspille tout en récupérant ce qui est gaspillé pour en faire quelque chose. Bertrand Piccard était notre invité sur Bismart.